Bonjour à vous toutes et tous. Ma fibre de femme du Sahel vibre particulièrement fort quand il est question de changement climatique. Pourquoi? Parce que la conférence des parties sur les changements climatiques, ou COP, se succèdent et se ressemblent pour les raisons que j'ai déjà exposées dans l'une de mes précédentes vidéos intitulée l'ONU dos au mur. En effet, sous l'égide de l'ONU, les scientifiques du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, ont alerté, mais en vain, sur les risques considérables de dégradation de l'état de notre planète. Nous y sommes et ce n'est pas fini. Mais quel gâchis et quelle perte d'opportunité, me dis-je en tant que Malienne et Sahélienne, au moment où se déroule la COP27 à Sharm el-Sheikh, en terre africaine d'Égypte. Que faire? Ces questions me taraudent parce que je suis partie prenante de la mobilisation des femmes du Sud global qui ont donné de la voix et mené sur le terrain des combats pour la justice économique, sociale, raciale et climatique. Je rends hommage à Rigoberta Menchú du Guatemala, prix Nobel de la paix, à Wangari Maathai du Kenya, prix Nobel de la paix, à Vandana Shiva de l'Inde, prix Nobel alternatif. Je suis moi-même récipiendaire du prix Blue Planet de la fondation allemande Ethicon. Nos parcours ont donné lieu à une série de documentaires réalisés par Judith Bizot, le mien, une femme du Sahel, ayant bénéficié du soutien de Ségolène Royal à l'époque où elle était ministre de l'Environnement de son pays. Permettez-moi de rappeler également qu'à Johannesburg, lors du sommet de la Terre, où Jacques Chirac a prononcé cette phrase dont chacun se souvient, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », nous avons pris par Rigoberta Menchú et moi à la table ronde qu'il a coprésidée sur la diversité culturelle et la biodiversité, organisée par l'UNESCO et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce rappel n'a rien de fortuit. Je ne pouvais en aucun cas être à Paris en décembre 2015, contrairement à mes camarades de lutte. Pourquoi? Parce que l'opération Serval est passée par là. Et rien ne va plus depuis lors entre moi et la gauche parfaitement libérale qui préfère l'instrument militaire dans la lutte dite anti-djihadiste au dialogue, quoi qu'il en coûte, aux Maliens et aux Sahéliens. Je ne pouvais en aucun cas être à Sharm el-Sheikh du fait du pourrissement des relations entre Paris et Bamako liées à la même guerre anti-djihadiste. Emmanuel Macron m'aurait peut-être entendu s'il n'avait pas érigé la propagande russe en unique cause de la colère des Sahéliens qui, à l'unisson, disent « Barkhane dégage ». Il convient de rappeler que le bas blesse du fait des incohérences, des inconséquences et des incompétences de la France et de ses alliés dans cette lutte contre le djihadisme. Emmanuel Macron n'a-t-il pas déclaré qu'on ne peut pas prétendre lutter efficacement contre le terrorisme si on n'a pas une action résolue contre le réchauffement climatique?
Ou alors, il faut aller expliquer, dit-il, aux gens qui vivent au Tchad, au Niger et ailleurs que le climat n'est pas un problème. De quelle action résolue s'agit-il au Sahel quand le président français est condamné dans son propre pays pour inaction contre le réchauffement climatique? Pour nous, peuple malien et sahélien, le réchauffement climatique n'est pas une menace, mais l'ennemi structurel est l'une des causes principales de l'insécurité qui, avant de se traduire par des attaques djihadistes, réside d'abord dans l'insécurité économique, alimentaire, sanitaire, monétaire et émotionnelle. C'est dire jusqu'à quel point les véritables droits de nos peuples, plus particulièrement des femmes, ne sont pas défendus à Sharm el-Sheikh. Le fait établi et admis que l'Afrique, qui ne produit que 4 à 5% des gaz à effet de serre, paye le plus lourd tribut au réchauffement climatique, coûte particulièrement cher aux femmes. Chaque problématique de la question climatique comporte des risques graves pour elles en temps ordinaire et particulièrement graves en temps de guerre. Il leur incombe dans les zones rurales et dans les zones urbaines et périurbaines pauvres la responsabilité de faire face aux besoins des familles en denrées alimentaires, en eau, en énergie domestique et de prendre en charge la santé des plus petits, des malades et des personnes âgées. Mais aussi l'assainissement, devenu un véritable casse-tête. Les femmes du Sahel doivent faire face à toutes ces tâches domestiques et porter des grossesses, accoucher dans des conditions de plus en plus difficiles. En temps ordinaire, dans le cadre de leur privatisation, dont les soins de santé et même l'accouchement, en raison de la politique de recouvrement des coûts instaurée par les institutions de Bretton Woods. La guerre contre la nature n'est pas différente de celle imposée à nos peuples au nom de la sécurité globale qui sert de prétexte à l'otanisation des interventions militaires occidentales. C'est dire jusqu'à quel point la participation de l'OTAN à la lutte contre le réchauffement climatique sous nos cieux n'a rien de rassurant. C'est un désastre. Le narratif d'Emmanuel Macron, qui fait de Vladimir Poutine l'instigateur et le principal responsable de la haine de l'Occident au Sahel et en Afrique d'une manière générale, est trop léger. C'est l'interventionnisme militaire de la France qui est mal vécu par une nouvelle génération d'Africains civils et militaires qui ont compris qu'il ne s'agit pas de la paix et de la sécurité sous nos cieux, mais de la défense des intérêts stratégiques de la France, comme spécifié par Emmanuel Macron dans son discours à Toulon, hier, le 9 novembre 2022. Discours sur les grandes lignes stratégiques de défense de la France. Les ambitions affichées sont celles d'une France forte, ferme, dans une Europe fermée, ou presque, aux migrants, mais en mesure de battre ses concurrents, chinois, russes, turcs, indiens, dans la course aux richesses de l'Afrique. Nous devons continuer à déconstruire vigoureusement ce discours. Sinon, nous nous entendrons dire jusqu'à la fin des temps, retournez chez vous, restez chez vous. Un chez nous rendu inhabitable, invivable, du fait des guerres par procuration et de l'art de diviser pour mieux régner. J'ai un souci parce que nos dirigeants et nos négociateurs dans ces sommets ne sont pas nécessairement du côté de leur peuple. Le fait d'être le continent qui paie
le plus lourd tribut, comme je l'ai dit plus haut, crée et entretient l'idée selon laquelle rendre justice à l'Afrique reviendrait à la développer selon le paradigme qui a si bien réussi aux dominants, alors que le modèle dont il s'agit est en train de nous mener tous droit dans le mur, eux et nous. Quand je me mets à l'écoute des nôtres, je les entends dire « Ne nous empêchez pas de nous développer comme vous l'avez fait. Laissez-nous profiter à notre tour des immenses richesses du continent. » C'est un véritable dilemme. Il y a lieu d'instaurer dans nos pays à tous les niveaux des débats de fond sur cette question. Nous entretenons l'illusion selon laquelle le chômage, la faim, la pauvreté, les maladies nous assaillent parce que nous n'avons pas su nous développer comme eux. Il ne s'agit pas de cela. Nous sommes dans un système congénitalement impérialiste, raciste, dont les tenants ne nous feront pas de cadeaux. Ils ne l'ont pas fait hier, il n'y a aucune raison qu'ils le fassent aujourd'hui. Comment pourrons-nous faire jouer la carte de la transparence dans ce partenariat dit gagnant-gagnant avec des gens qui n'ont pas tellement de respect pour nous? Moi, j'aimerais bien que l'ensemble des pays, ceux qui n'ont jamais cessé de brandir la supériorité de leurs valeurs, de leurs institutions, et j'en passe, comme ceux que nous considérons comme nos amis, quelle est la place de l'homme noir dans leur imaginaire politique, populaire? L'image construite et véhiculée de l'Afrique autorise la maltraitance dont les nôtres sont l'objet partout, les routes migratoires vers l'Europe étant les plus meurtrières. De quelle marge de manœuvre dispose ce pays sahélien, enclavé, agressé et stigmatisé par une certaine communauté internationale pour de mauvaises raisons? Il s'agit, de mon point de vue, dans les circonstances actuelles, de conférer à la transition en cours une empreinte écologique forte à la dimension des causes structurelles des crises auxquelles nous sommes confrontés. En guise de conclusion, je retiens que le monde d'après, pour les anciennes colonies françaises d'Afrique que sont nos pays, n'est pas que celui de l'après-Covid. Il est celui de l'après-Barkhane, celui de l'après-MINUSMA, celui de l'après-carbone, celui de l'après-racisme systémique, celui des violences faites aux femmes, en somme, celui de l'après-capitalisme énergivore, expansionniste, belliqueux, écocide, sexiste et raciste. Je vous remercie.